Bonjour, voici un nouvel épisode de la rentrée de la petite enfance que le site Les Pros de la petite enfance organise en partenariat avec la FFEC, la Fédération française des entreprises de crèche, l'ACEP, l'association des collectifs enfants, parents, professionnels et Accent Petite Enfance, et avec la participation de l'AMF, l'Association des mères de France. C'est un événement dédié à l'accueil collectif du jeune enfant. Aujourd'hui, pour cette nouvelle session, nous recevons Pierre Moissé, sociologue et consultant petite enfance, auteur notamment d'un livre enquête publié aux éditions IRES l'année dernière, Accueillir la petite enfance, le vécu des professionnels. Pierre Moissé va décrypter pour nous l'étude APEMA. APEMA, Accueillir la petite enfance dans le monde d'après. Cette étude a été réalisée durant la période du confinement et relayée par notre site et elle a recueilli 12 700 réponses en moins de 10 jours. C'est dire si les professionnels ont besoin, ont envie de parler de leur métier, de leurs frustrations sans doute, de leurs espérances aussi, même plus que de leurs revendications, voire de leurs rêves, car le monde d'après est forcément un monde meilleur. Nos échanges vont s'organiser en 3 temps. Tout d'abord, Pierre Moissé nous donnera la tonalité générale des réponses à l'enquête APEMA. Dans une deuxième partie, on évoquera la question de la rémunération. Et dans une troisième partie, on se penchera sur la façon dont les pros ont le sentiment que leurs compétences acquises sont reconnues dans leur activité professionnelle sur le terrain par leurs collègues, leur hiérarchie et leurs gestionnaires. Et puis bien sûr, à l'issue de chaque partie, nos partenaires pourront, au nom de leurs adhérents, poser leurs questions. Il y aura donc Elisabeth Laitier pour l'AMF, dont elle vient d'être nommée expert référent petite enfance, Marie Desmottes pour Accent Petite Enfance, Elsa Herzi pour la FFEC et Philippe Dupuis, toujours dernier, je suis désolée mais vous êtes le seul homme, pour la CEP. Et aussi pour la FFEC, excusez-moi, il y aura Claudia... Pardon, oui. Des crèches Cap Enfant. Je suis désolée, Claudia. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Pierre Moissé. Donc, ont répondu à l'enquête APEMA 60% de professionnels de l'accueil collectif qui exercent donc dans une structure d'accueil, avec une bonne représentation des professionnels de terrain. Et globalement, quel que soit leur gestionnaire, ces professionnels, ils veulent une politique de la petite enfance ambitieuse, ils veulent que ça se traduise dans leur quotidien et qu'ils puissent ainsi donner un sens à leur métier. C'est ça ? Alors oui, pour reprendre, déjà peut-être reprendre depuis le début en présentant le projet de l'étude APEMA que j'ai eu pendant le confinement pour justement recueillir via ton site, tutoyons-nous, c'est officiel, l'avis de professionnels assez largement sur leur ressenti de leur situation de professionnel et aussi donc leurs espoirs pour ce qui est évoqué alors et encore maintenant comme un monde d'après. Il faut souligner la qualité des réponses parce qu'effectivement, en à peine 15 jours, on a eu 12 700 réponses, dont plus de 7 000 réponses de la part d'accueillants du collectif. Et surtout, parmi ces accueillants du collectif, plus de 60% de réponses des professionnels de terrain, auxiliaires de puériculture et l'ensemble de ce qu'on appelle les agents de crèche, auxiliaires de crèche, etc. etc. Donc, et ça, il faut le souligner, parce que dans mes précédentes études, on va dire par autopassation, donc par diffusion de questionnaires, notamment celle qui avait donné lieu au livre que tu as pu évoquer plus tôt. Comme nous diffusions directement auprès des établissements, on avait une surreprésentation des responsables, enfin des directions d'établissement. Tandis que là, on a une très bonne représentation des professionnels de terrain, ce qui permet de toucher des catégories qui sont plus difficiles à toucher en temps ordinaire quand on ne passe pas directement par ce qui est devenu ton site. Moi, je le souligne parce que c'est aussi, à l'aune de mon expérience, quelque chose que je trouve précieux dans la petite enfance, c'est-à-dire d'avoir une plateforme où l'information se diffuse, où les avis se rencontrent. Et donc ça, dans ces moments de crise, dans ces moments de réflexion sur un champ, c'est précieux de trouver une agora de ce type, y compris une agora numérique, parce que ça peut donner lieu à ce type de démarche. Voilà pour le contexte général. Je souligne également que quand j'ai conçu cette étude, je l'ai conçue dans l'objectif de parler aussi du monde d'après pour la petite enfance, parce que moi je suivais différentes informations où dans différents domaines on invoquait un monde d'après à venir, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas pour la petite enfance aussi, ce serait sympa. Et également pour poser des questions qu'on ne me fait pas poser d'habitude en tant que sociologue consultant, donc des questions de reconnaissance, des questions de reconnaissance financière également, et rentrer sur tous ces petits sujets, enfin même ces grands sujets, que d'habitude on laisse de côté ou on laisse pour d'autres démarches plutôt qu'une démarche
de consultation directe, ou en tout cas de prise d'opinion directe auprès des professionnels. Voilà pour encore une fois les grandes perspectives sur cette démarche. Par rapport à ce que tu évoquais en fin de présentation, c'est-à-dire sur le fait que ce qui ressort des professionnels, c'est notamment une demande de sens, ou en tout cas une façon de se projeter dans une politique, on va dire, plus marquée politiquement. Alors je m'explique, ça c'est lié aussi à l'histoire de la politique petite enfance en France, qui est une politique qui notamment s'ancre dans on va dire une tradition familialiste française, notamment permettre aux familles, en fait aux femmes, si on parle clairement, d'avoir autant d'enfants que souhaité, même si elles travaillent. Il faut savoir que la politique petite enfance est née de manière résistible, elle n'était pas exactement prévue par le niveau central, et elle est plutôt née au niveau des collectivités territoriales, et le niveau national a plutôt acté en un deuxième temps ce qui était en train d'apparaître au niveau local. Ce qui a donné lieu au fait que cette politique, elle est caractérisée aussi depuis plusieurs décennies par une pluralité d'objectifs, dans lesquels on va trouver les objectifs les plus anciens et entre guillemets, avec les guillemets de rigueur quand même, les plus traditionnalistes, c'est-à-dire soutenir la démographie française, la natalité française. Mais après, on passe par les objectifs nés dans les années 70, 80, 90, avec la montée de l'activité féminine, donc conciliation vie familiale, vie professionnelle, jusqu'à plus récemment, œuvrer à la lutte contre la pauvreté, favoriser l'insertion, voire même la première politique éducative avant même l'école. Donc, j'ai posé aux professionnels notamment cette question. Pour vous, dans le monde d'après, quelles devraient être les principales orientations d'une politique d'accueil du jeune enfant? Et j'aurais proposé quatre options. Il y avait une option traditionnelle, si on veut, favoriser la conciliation vie familiale et professionnelle pour permettre aux familles d'avoir autant d'enfants que souhaité. Donc là, c'était bien étiqueté en tant que tel. Une deuxième perspective qu'on peut appeler un peu plus féministe, c'est-à-dire accueillir les enfants pour permettre aux femmes de se maintenir ou d'accéder à l'emploi. Donc là, c'était axé sur l'idée de femmes et non pas de parents. Donc c'était en ça que c'était discriminant. Accueillir les enfants pour permettre aux parents en insertion de poursuivre leur parcours d'insertion. Donc là, c'est une perspective plus sociale. Et enfin, une dernière perspective, accueillir les enfants des milieux défavorisés pour leur prodiguer une ouverture éducative. Donc là, et alors, les professionnels, ils ont choisi quelles options? Alors, les trois options qui arrivent en tête, c'est l'option, on va dire, féministe, c'est-à-dire conciliation, enfin, permettre aux femmes de se maintenir sur le marché de l'emploi. Pour à peu près 70% des réponses, elle est jugée comme étant très importante à mettre en place, à affirmer comme perspective dans une politique d'accueil du jeune enfant, suivie par les perspectives éducatives, puis les perspectives sociales. Donc, perspective éducative, accueillir les enfants des milieux défavorisés pour leur fournir une ouverture éducative. Perspective sociale, accueillir les enfants des parents en insertion pour leur permettre de prolonger, enfin de continuer leur parcours d'insertion. Donc là, on voit que, également par rapport à une histoire du domaine, donc comme je viens de l'évoquer très rapidement au niveau institutionnel, mais aussi une histoire du domaine au niveau professionnel, différents travaux ont pu pointer le fait que nombre de professionnels de l'accueil du jeune enfant, en collectif notamment, mais pas que, mais en collectif notamment, viennent à ce métier avec une notion assez floue, encouragée socialement et politiquement d'amour des enfants, donc quelque chose de très oblatif, de très ouvert et aussi de très neutre socialement parlant. Et bien là, on voit aussi quand on pose la question que ça ne se reflète pas dans les désirs des professionnels, puisqu'ils sont un peu plus clivants que ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'ils se dirigent plutôt vers la perspective féministe, sociale et éducative. Après, en creusant un petit peu, donc ça, c'est des avis généraux, l'avis en général, toutes catégories de professionnels confondues et tout type de gestionnaires confondus. En creusant un petit peu, on s'aperçoit que sur ces différentes perspectives, ces différentes orientations, ce sont toujours les directrices et les éducatrices de jeunes enfants qui répondent toujours plus fréquemment, c'est très important. Comme si les professionnels de terrain, c'est pas qu'ils ont différents avis, ils sont toujours plus en retrait sur ces différents avis, même si toujours majoritairement, ils sont dans ces différents avis. Donc il faut bien nuancer les deux points. Donc là, on voit juste un petit recul des professionnels de terrain par rapport à ces prises de position un peu plus tranchées. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi quand on fait des tris, enfin on vérifie comment les professionnels se positionnent en fonction de leur ancienneté dans le poste et en fonction de leur âge. On s'aperçoit que plus les professionnels sont jeunes et plus ils prennent fréquemment option pour ces orientations féministes, éducatives et sociales. Comme s'ils avaient une conscience, entre guillemets, politique plus développée? Alors, il peut y avoir deux choses. Soit au bout de quelques années dans le métier, vous êtes usé et vous n'avez plus de grande orientation et vous essayez déjà de tenir en vous disant que ça doit bien servir à quelque chose, mais vous ne savez plus quoi. Ça, c'est la perspective féministe. Pas féministe. C'est l'hypothèse pessimiste, je précise. Ça, c'est l'hypothèse pessimiste. Deuxième hypothèse, on a un changement de génération parmi les professionnels de l'accueil et les nouvelles générations de professionnels arrivent avec des ambitions pour leur métier qui sont plus marquées. Mais là, vu comment ça se répartit les différents pourcentages, je dirais qu'on est sur un frémissement à ce niveau-là. Je ne pourrais pas dire qu'on a vraiment des... je
je peux pas identifier vraiment un changement de génération en soi. D'accord. Peut-être tu peux parler un tout petit peu plus près du micro, c'est ça? D'accord. Que vous me signaliez. Ok, ça marche. Donc, ça, c'était donc déjà pour les orientations politiques. alors, sur ces orientations politiques, il y a quand même des choses plus précises en termes d'organisation du travail qui ressort de cette enquête. Alors, est-ce que c'est parce que justement ils ont quand même une haute idée de leur métier, de la place que devrait avoir la petite enfance dans la société? Il y a ça quand même. Que c'est pour ça qu'ils veulent qu'on leur donne les moyens de faire ce qu'ils considèrent comme ce qu'il faut pour faire bien leur métier. Et je pense à ce qui ressort ils veulent des crèches plus petites, un taux d'encadrement meilleur, un encadrement plus engagé. Enfin, est-ce que tu peux développer ça? Alors, tous ces éléments-là, oui. Alors, juste pour revenir sur la question de l'idée qu'ils se font de l'utilité de leur métier. En fait, j'ai également posé la question, est-ce que vous pensez que votre activité d'accueil des jeunes enfants, elle est essentielle pour la société? Donc là, c'est vraiment une notion d'essentiel. Voire, soit juste très utile sans être essentiel, juste utile, ou voilà. Donc avec une gradation comme ça de l'essentiel ou très utile et utile, etc. Et donc là, la majorité des répondants, près de 70% des répondants, répondent qu'ils qu'ils jugent leur activité d'accueil des jeunes enfants comme étant essentielle. Là aussi, c'est un peu plus fréquent chez les éducatrices jeunes enfants et les directrices, mais même les agents d'entretien, les cuisiniers, pour près de 54% d'entre eux, il y en avait suffisamment qui ont répondu au questionnaire, jugent leur activité en tant que contribution à cette activité d'accueil des jeunes enfants comme étant essentielle à la société. Donc là, il y a quand même cet élément qui est posé, que, après, si on veut, on verra après avec le jeu des questions-réponses, si on veut discuter des détails, elle est relativement décorrélée des réclamations, en tout cas des demandes que pourraient faire les professionnels. Cette idée du métier, elle est pour l'instant légèrement décalée notamment du sentiment de sous-rémunération, de l'ampleur de la rémunération supplémentaire que voudraient réclamer les professionnels. C'est une idée, on va dire, plus globale et encore une fois, moins reliée avec des conditions matérielles. Mais par contre aussi, deux autres éléments qui ressortent dans l'étude, c'est la question des taux d'encadrement pour les enfants donc non marcheurs et les enfants marcheurs. Et là aussi, la grande majorité des répondants de l'accueil en collectif ont donc la question qui leur a été posée, c'est dans l'idéal pour vous, dans l'idéal et aussi à l'aune de votre expérience, quel serait le bon taux d'encadrement d'enfants donc non marcheurs, d'enfants marcheurs. Et là, la très grande majorité, donc on est là aussi sur une aune entre 60 et 70%, vont répondre par exemple pour les enfants qui ne sont pas en âge à la marche, près de 50% répondent un adulte pour 3 enfants et 20% un adulte pour 4 enfants. Et quand on parle des marcheurs, là aussi on a près de 50% des répondants qui sont pour un adulte pour 5 enfants. Voire même, j'ai, je crois, entre 10 et 20% de réponses pour un adulte pour 4 enfants pour les enfants marcheurs. Et donc là aussi, moi j'avais bien veillé dans la formulation de la question à poser cette question également à l'aune de leur expérience. Il ne s'agit pas d'avoir une sorte de revendication générale en se disant ce sera sûrement bien si on était plus. Le principe, oui. Mais l'idée, c'est dans l'épreuve que j'ai pu vivre sur le terrain, dans les épreuves, dans les enjeux, dans les dilemmes que j'ai pu traverser, qu'est-ce qui me fait dire quel est le bon taux d'encadrement à cette aune-là. Donc là aussi, on voit qu'il y a une ambition, mais une ambition aussi qui est issue de l'expérience. Donc une ambition, on va dire en termes idéels, quels sont les grands objectifs pour cette politique. Et il y a aussi une ambition qui est issue de l'expérience. Et là, c'est quelles sont les bonnes conditions pour mener cette politique. Et là-dessus, comme tu le soulignais, on a l'autre élément qui est la question de la taille des établissements. Donc moi, j'ai voulu leur poser, toujours avec cette même clé d'entrée, c'est-à-dire à l'aune de votre expérience, quelle est pour vous la bonne taille d'un établissement d'accueil collectif. Et là, près de 50% répondent en dessous de 20 places et 80% en dessous de 30 places. Donc, et quand on sait que donc en 2016-2017, en fonction des différentes données de l'adresse et de la CNAF, on n'avait que 39% des établissements qui faisaient moins de 20 ou 30 places, établissements collectifs qui faisaient moins de 20 ou 30 places, on voit qu'on est face à une aspiration qui est en décalage avec le parc actuel des établissements d'accueil du jeune enfant. Mais en tout cas, voilà, il y a une très forte demande de pouvoir travailler dans un contexte, comment on pourrait dire, plus intime, en tout cas plus petit, mais qui doit être relié, qui est relié, en tout cas vu la formulation de la question, qui est relié aussi à une expérience de qu'est-ce que c'est qu'une grande structure, qu'est-ce que ça fait faire, qu'est-ce que ça induit sur le travail, ou sur le sentiment de faire plus ou moins bien du bon travail. Il y a un autre élément quand même qui était un peu étonnant, c'est l'idée d'encadrement, parce qu'on sait que souvent quand des professionnels de crèche quittent la crèche pour devenir assistante maternelle ou pour travailler dans une MAM, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus, disent-ils, de la hiérarchie, de la direction, etc. Et en fait,
dans l'étude, là, on voit qu'ils veulent un encadrement. Ce n'est pas un refus de la hiérarchie, ils veulent juste que le management s'exerce autrement. Oui. Alors, sachant que ça, c'est une autre question sur laquelle je me suis fait plaisir, puisque sur le terrain, et en tout cas, moi, en cheminant aux côtés des politiques d'accueil du jeune enfant depuis une vingtaine d'années, je me suis posé la question dans différentes entreprises sur qu'est-ce que c'est que le management de la petite enfance. Et quand on voit aussi comment l'histoire sanitaire des crèches collectives en France fait que ce sont des puéricultrices qui seront trouvées en position de direction petite enfance et que rien dans le métier de puéricultrice ne prépare à cette direction d'un établissement d'accueil de jeunes enfants avec cette dimension de management, de compétences, d'attitude, d'actes, de situation, de dilemme face à la question de l'accueil du jeune enfant et des parents aussi en face. Donc moi je m'étais posé la question, et puis aussi en rencontrant pas mal de professionnels, sur mais finalement est-ce qu'il existe un management de la petite enfance, et est-ce qu'un tel management de la petite enfance est nécessaire? Puisque aussi un des grands points sur lesquels je travaille ces derniers temps, c'est sur le chantier auquel on est plein de monde dessus, mais sur qu'est-ce que c'est que les compétences d'accueil du jeune enfant. Sachant que je ne pense pas que ces compétences sont contenues dans les formations initiales des professionnels. Et ce que je me plais à dire, donc c'est juste pour bien poser le contexte de ces questions et qui va nous donner aussi le sens des réponses obtenues, puisque moi je me plais à dire ces derniers temps qu'on ne sait pas ce qu'on fait quand on accueille jeunes enfants. Je ne dis pas qu'on fait n'importe quoi, mais on ne sait pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore identifié les formats d'activité, les façons de faire mises en place par les professionnels, c'est identifié localement, mais il n'y a pas eu encore d'incrémentation de ces savoirs. Et donc, par rapport à ça, comment penser à un management? Parce que est-ce que les professionnels, finalement, ont besoin d'un encadrement, ou est-ce qu'ils le jugent comme étant un peu superflu? Bon, la réponse est très claire. Oui, ils veulent bien un encadrement. Enfin, ils veulent un encadrement. Non pas ils veulent bien, ils veulent un encadrement. Seuls 3% des répondants disent non, on pourrait s'en passer. Mais cet encadrement, il est principalement souhaité. Donc là, j'aurais proposé différentes options sur pourquoi un encadrement. Pour encadrer et réguler les relations entre professionnels, pour encadrer et réguler les relations parents-professionnels, pour stimuler la réflexion des équipes. Et donc là, la dimension principale qui ressort, c'est une dimension de stimulation de la réflexion. Donc là, il y a une question de... Et là, vous voyez, c'est important. C'est que dans ces notions de cadre, c'est plutôt une notion d'enrichissement, une notion de stimulation qui est souhaitée, et une dimension de protection qui est aussi présente dans la notion de cadre, mais elle arrive en deuxième point. Donc pour 80% des répondants, c'est d'abord une notion de stimulation de la réflexion de l'équipe, et pour à peu près à 70% des répondants, on arrive sur les dimensions d'encadrement, c'est-à-dire encadrement des conflits et frictions entre professionnels, encadrement des conflits et tensions avec les parents. Très bien. Je pense qu'on va peut-être passer aux questions maintenant, si vous en avez sur cette partie et ce que vient de dénoncer Pierre Moissé. Non? Je vais... Est-ce que c'est allumé? Oui, bonjour. Alors. Donc Claudia Caspigliaï, alors là... Pour la FFEC. Voilà. En fait, ce retour, je trouve, est très encourageant et finalement assez en lien avec cette évolution sociétale. D'une part, il y a une véritable ambition de la part des professionnels et plus particulièrement des jeunes. Donc il y a cette ambition politique que vous avez soulignée, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on n'est pas avec des équipes qui pourraient être désabusées aussi de par les différents changements que l'on a vécu ces 10 dernières années. Donc il y a une véritable utilité sociétale et cette ambition. Et puis il y a cette conscience du sens de leur travail. Alors ça, je trouve ça aussi très intéressant. Maintenant, on n'est plus sur ce que vous disiez, cette conciliation vie pro, vie perso. Est-ce que c'est un acquis, justement, et probablement, mais on se centre justement sur cet aspect plus politique, l'insertion sociale des parents, l'ouverture éducative, l'accès à l'emploi des femmes. Donc, quelles sont vos préconisations pour valoriser encore cet état d'esprit qui me semble être finalement assez proche de celui que l'on trouve des personnes en entreprise, des salariés en entreprise. Donc, est-ce que vous auriez peut-être une recommandation particulière à apporter plus spécifiquement sur les professionnels de la petite enfance? Est-ce qu'un sociologue peut faire des recommandations? On va voir ce que ça va donner. Si ce n'est recommandation, du moins piste de réflexion, sur cette question du positionnement des équipes sur des missions. Là, on était proposé dans l'étude que quelques options
qui ne résume pas tout le débat. Je pense aussi que dans le temps de rédaction que j'ai eu du questionnaire, dans l'imagination que j'ai pu avoir à ce moment-là, il a pu m'échapper certaines dimensions parce que je n'avais pas réussi à formuler notamment quelque chose autour de garantir le bien-être de l'enfant. Ça me paraissait trop ambitieux et trop flou, etc. etc. Mais tout ça pour dire que par-delà tout ce que vous avez fait ressortir, il me semble que les professionnels actuellement sont en recherche de mission, justement. Ils sont en recherche d'une qualité, alors une qualité au sens de quelque chose qui se dit, non pas quelque chose qui se mesure, mais quelque chose qui dit ce que fait leur travail. Et qu'on est encore dans un léger flou politique entre conception au rabais de l'accueil de la petite enfance et ses ambitions aussi, qui sont montées notamment beaucoup du côté de la lutte contre la pauvreté, favoriser l'insertion par différentes circulaires, etc., des lois, etc. Donc on est dans un contexte un peu contradictoire entre on va dire une sorte d'extase sociale et politique sur l'importance potentielle de l'accueil des petites enfances, et puis aussi une déconsidération un peu rampante d'autre part, ce qui fait que je pense que les professionnels attendent des missions qui ne sont pas forcément uniquement celles que je viens de citer, en fait. Je pense qu'il y en a d'autres aussi à voir, et si je vais faire une recommandation, c'est soit travailler des réseaux, soit travailler en fonction des contextes d'implantation des réseaux, aussi en fonction de leur type de gestionnaire, mais pour ne pas se cantonner forcément dans des missions qui sont énoncées là, dans ce questionnaire qui est de circonstance, encore une fois, mais pour pouvoir qualifier le travail, c'est-à-dire que peut-être aussi quand vous êtes face à une population de parents usagers qui sont principalement des cadres moyens supérieurs, avec des horaires extrêmement extensifs, etc., des enfants qui ont un relais avec des assistants maternels ou des nourrices le soir, peut-être que c'est un autre type de mission qui a pensé, mais qui est intéressant pour qualifier ce travail, pour se dire qu'est-ce qu'on fait. Et non pas on assure le coup de manière un petit peu neutre ou un petit peu globale. En fait, voilà, c'est pour ça, pour encore ouvrir votre question sur plutôt cette notion de mission, que toutes les démarches qualité ne font qu'effleurer sans vraiment pour moi la formaliser pour l'instant. Dans ce premier c'est âge. effectivement une belle démarche en fait dont on est un peu à l'initiative. Enfin, cette table ronde est un peu une illustration de créer un réseau et créer ces échanges. Donc pour valoriser encore une fois l'importance de ce métier et l'importance de leur mission. Enfin, j'aimerais vous entendre peut-être parler un peu de de ce qu'est ce métier et de ce qu'est cette mission. Mais Claudia, là, Catherine. je regarde la montre, l'horloge. On a encore 2 gros thèmes, donc on va peut-être prendre juste une question sur. Oui, non, oui. Elisabeth, oui. Elisabeth Littier pour l'AMF. Merci. Alors, peut-être pas forcément une question, je suis désolée, mais peut-être une remarque complémentaire. D'abord, un grand merci pour ce travail que j'ai lu avec énormément d'intérêt, même si je n'étais pas forcément peut-être toujours en phase avec tout ce qui était écrit, mais je veux dire, au moins, ça a le mérite de poser les choses et après de pouvoir lancer le débat. Ce que je voudrais ajouter, dont vous n'avez pas parlé, parce qu'il est beaucoup question de politique d'accueil du jeune enfant finalement, c'est que déjà, tout simplement, cette politique, elle est facultative. Elle est facultative en France, dans les textes pour tout le monde. Autant vous avez un ministère de l'Éducation nationale et puis voilà, avec des règles, etc., et des départements, c'est très structuré. L'accueil de la petite enfance, j'allais dire, tout le monde, entre guillemets, peut en faire. La preuve, autour de cette table, au niveau gestionnaire, j'entends, nous avons les collectivités locales, nous avons de l'associatif, nous avons un autre type encore d'association, nous avons du privé, au secteur marchand, vous avez des départements, vous avez des CAF, enfin je veux dire, une multiplicité d'acteurs au niveau gestionnaire qui rend sûrement aussi, qui explique peut-être la multiplicité d'attitudes, et y compris peut-être de ressentis des professionnels, parce que un élu n'aura pas forcément la même vision, ni la même idée, ni la même envie politique de faire de l'accueil de la petite enfance dans son territoire, parce que des associations auront, j'allais dire, un autre type d'objectif. Et donc ça, je pense que c'est une richesse, si on arrive à travailler ensemble, ce qui est le cas et ce qui illustre cette table ronde. Mais aussi, c'est une difficulté, il ne faut pas se le cacher. Néanmoins, Pierre Moissé disait que sur certains points, tous les professionnels, quel que soit le gestionnaire, se retrouvaient. Notamment sur la valeur de leur métier, sur oui, là sur la valeur du métier, c'est indépendant de la du gestionnaire. Oui, tout à fait, c'est indépendant. Mais si vous voulez, je pense que c'est bon de rappeler aussi qu'au niveau gestionnaire, je veux dire que c'est une politique dont tout le monde s'empare parce qu'on sait à quel point elle
nécessaire et voilà, et importante, hein, mais qui reste quand même malgré tout, entre guillemets, dans les textes facultatifs. Oui, après, on pourrait en plus, pour pousser votre réflexion, on pourrait souligner enfin, c'est une politique qui avance dans le désordre, hein, oui, c'est une politique qui avance avec on va dire un sac d'objectifs, oui. Qui, comme sur d'autres politiques d'ailleurs publiques françaises, se mettent en place par incrémentation. Oui. Vous avez des couches d'objectifs issus de différentes périodes sans qu'il y ait de révision des objectifs antérieurs. C'est ça. Oui. Ce qui va donner quelque chose qui va laisser notamment la collectivité, mais les autres acteurs, un peu en difficulté plus ou moins en difficulté pour savoir lequel je priorise, l'emploi, l'insertion, la politique éducative. On va faire un peu de tout. Moi, je pense qu'il est totalement impossible de faire un peu de tout. Il y a toujours une option, quel que soit le gestionnaire, il y aura une option claire. Sinon, en fait, c'est pas exactement les mêmes pratiques. Oui. Rien n'est oui. Donc, voilà, là, il y a déjà ce sac d'objectifs. Après, si on veut rajouter un peu de bazar, vous prenez la valse à 3 temps entre départements, collectivités locales et CAF, donc entre le financement, etc. Et vous allez obtenir une politique qui, il suffit de lire les très beaux rapports du HCFEA ces dernières années, une politique qui avance à grands coups d'ambition et à grands coups de déception. C'est ça. On a beau avoir une perspective sur le monde d'après, on ne va pas refaire totalement le monde. Donc je vous ramène à l'étude. Je suis désolée, mais je regarde l'horloge. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ça serait sûrement intéressant qu'on soit aux commandes et qu'on refasse le monde. Oui. Bon, on va parler peut-être d'un sujet moins consensuel, je pense, qui est autour des rémunérations, donc de la reconnaissance financière, où là, dans l'étude, on voit des différences entre les métiers, mais aussi des différences entre les gestionnaires, puisque globalement, en intensité, en fréquence en tout cas, globalement, les professionnels de terrain qui travaillent dans les entreprises de crèche voudraient être augmentés globalement de 25%, donc de 200 à 400 euros par mois. Et les directeurs qui se plaignent moins fréquemment, mais qui quand même voudraient entre 400 et 600 euros de plus par mois, c'est ça? Voilà. Bon, juste pour reprendre par rapport aux différents éléments évoqués, pour les resituer dans tout le paysage des questions qui étaient posées. Donc, autre question sur lesquelles que j'étais contente de pouvoir poser dans ce contexte totalement ouvert de cette étude, c'était justement la fréquence et l'ampleur du sentiment de sous-rémunération parmi les professionnels de l'accueil de la petite enfance, puisque sur le terrain, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent, mais bien sûr, ça se traduit bien moins souvent en enquête. Donc là, j'aurais demandé justement si, encore une fois, à partir des compétences qu'ils avaient le sentiment de mettre en œuvre dans le métier, qu'ils avaient l'impression d'avoir acquis, et de la pénibilité de leur travail, donc toujours en rapport non pas à quelque chose de théorique sur mon importance, mon statut, mon grade, quoi que ce soit, c'est par rapport à ce que je mets en œuvre, par rapport à mon œuvre en fait, au quotidien, est-ce que je m'estime sous-rémunéré? Et donc là, déjà, au global, 88% des professionnels de l'accueil collectif s'estiment sous-rémunérés. Question pour nuancer encore, pour un peu grader tout ça derrière, j'aurais dit, si vous vous estimez sous-rémunéré, quelle serait pour vous votre juste rémunération? Donc entre 100 et 200 euros de plus par mois, 200, etc. Je n'ai pas précisé le type de rémunération, si c'était des primes, des quoi que ce soit. On est sur quelque chose d'assez impressionniste, qui reste quand même un premier contact avec le sujet. Et donc là, effectivement, la principale modalité pour tout ce qui est professionnel de terrain, un peu plus de 50% de ceux qui s'estiment sous-rémunérés veulent avoir souhaiteraient entre 200 et 400 euros de plus par mois. Et on va trouver, donc effectivement, vous avez à peu près un peu plus de 10%. Attendez, c'est une phrase à double entrée parce que les statistiques, ça fait toujours des phrases compliquées. Bref, vous avez un peu moins fréquemment les directrices qui s'estiment sous-rémunérées et par contre, elles souhaiteraient plutôt, la modalité principale dans leur réponse, c'est avoir une rémunération supplémentaire de 400 à 600 euros par mois. Je me suis permis avec tout ça de faire des espèces de calculs à la louche pour me dire, mais finalement, voici quel est le salaire moyen d'une auxiliaire de puériculture, d'un accueillant petite enfance, d'une responsable de structure, etc. Et avec toutes ces réponses, je me suis dit, effectivement, j'ai l'impression que mon échantillon me répond globalement et qu'il aimerait être rémunéré à peu près 25% de plus que ce qu'il touche actuellement. Et après, je l'ai mis ça en regard avec certains travaux, notamment de la CNAF, qui ne sont pas faits tous les ans, mais qui a été fait assez récemment, sur la masse financière totale de la politique d'accueil du jeune enfant par an. Et en répartissant avec la masse salariale, en fait, je me suis dit, si on devait abonder dans le sens des professionnels et les rémunérer tous 25% de plus par mois, ça coûterait 1 milliard de plus par an dans une enveloppe globale de la politique d'accueil du jeune enfant qui est de 15 milliards.
Donc on a à peu près 7% d'augmentation de cette enveloppe. Tout ça pour dire, bon, ça vaut ce que ça vaut, encore une fois, je fais valser les louches dans mes calculs, pour dire que les professionnels ne sont pas dans une sorte d'option fantaisiste et voire même fantasmée d'une rémunération supplémentaire sans frein ni lien. Non, on est, je trouve, sur une volonté d'augmentation qui est quand même assez pondérée. Je ne sais pas si elle est réaliste en termes de compte public, mais là-dessus, toute la question est là. 25%, c'est pas mal quand même. C'est un quart de plus que son salaire. Voilà, c'est un quart de plus, mais bon, ça correspond aussi, après, on pourrait prendre l'ensemble des métiers du care, ça correspond aussi à un sentiment de sous-rémunération. Pour fréquenter ce domaine toutes et tous ici, je pense que depuis quelques années, on est quand même face à des personnes qui nous disent bien, et surtout nous disent bien, encore une fois, dans la question que j'ai posée, c'était par rapport aux compétences que vous mettez en œuvre sur le terrain et par rapport à la pénibilité de votre travail. Donc pas, encore une fois, sur le fantasme de mon utilité pour les années à venir. Sur, encore une fois, ce que ça me coûte personnellement et ce que ça engage de moi personnellement. Donc ça, c'était le premier point sur cette ampleur et cette intensité de sentiment de sous-rémunération au global. Après, effectivement, il y a une différence qui apparaît entre gestionnaires, puisque si 88% de l'ensemble des répondants s'estiment sous-rémunérés, ce sont 95% des répondants des gestionnaires privés lucratifs, enfin donc du secteur marchand, qui eux s'estiment sous-rémunérés. Et en même temps, ils ne demandent pas plus d'augmentation que les autres. Ils ne demandent pas plus d'augmentation. C'est-à-dire qu'après, si on essaie de mesurer l'intensité de cette sous-rémunération, est-ce qu'ils sont un peu plus fréquemment à demander plus de 400 à 600 euros, etc., en vérifiant cela par catégorie de professionnels. Donc en tout cas, ce qui se passe dans le privé, on ne peut pas l'associer à une catégorie de professionnels particulière qui s'estimerait plus fréquemment sous-rémunérée que les autres. Et on ne peut pas l'associer non plus à une intensité de sous-rémunération qui ferait qu'on demanderait un peu plus fréquemment plus que les autres professionnels. Donc, en tout cas, ça, c'est une différence significative. On passe de 88 à 95%. Tout ça dans un contexte endémique de sentiment de sous-rémunération, on est bien d'accord. Mais bon, là, le secteur privé, moi, je n'arrive pas à l'interpréter dans l'état actuel. Là, il faudrait peut-être que je refasse des tris, des contrôles avec des anciennetés, etc. etc. Mais bon, on voit qu'il est touché, que l'associatif, lui, par contre, il échappe à un cycle public. Enfin, il échappe en intensité, mais 88% oui, quand même. Oui, on est d'accord qu'il échappe à ce petit surplus, comme ça, ce petit surplus. Cette petite tension supplémentaire qui met un petit piment dans tout ça. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur ce, j'imagine? Alors, Claudia Kespiaï, allez-y pour la FFEC. Bravo, Catherine. En fait, je reviens un peu sur ce que vous signifiez tout à l'heure sur l'importance de la mission, cette conscience de la mission, cette conscience de cet engagement et cet engagement avec cette notion politique aussi, et que je partage totalement, puisqu'en fait, il y a une évaluation de l'importance de cet engagement, de cette mission. En fait, les formations sont quand même parfois assez légères, quand c'est une année pour un CAP, une année pour un diplôme d'auxiliaire. Bon, c'est maintenant 3 ans pour EJE, mais ça reste peut-être avec des formations quand même qui demanderaient peut-être à être un petit peu plus étayées sur certaines choses. Toujours est-il que dans le conscient collectif, s'occuper des enfants, c'est à la portée de tout le monde. Ce qui est absolument faux, on le sait bien. Et cet engagement des professionnels et cette présence psychologique, émotionnelle et cette constance qu'elles doivent avoir demandent énormément d'efforts. Et ça, c'est pas tangible. Donc, on n'arrive pas à y mettre une valeur forcément en face. Donc ça, je pense que c'est un problème. Vous pensez que c'est ce qui explique leur sentiment de sous-rémunération ? Je pense qu'il y a un manque de valorisation de ces métiers. Ça, je pense que c'est un consensus clair. Et de par l'engagement que cela nécessite, cet engagement n'est pas reconnu et n'est pas apprécié à sa juste valeur. Y compris financièrement, donc, puisqu'on est sur cette partie financière. Et donc, oui, j'y viens, ne vous inquiétez pas. Et donc, il y a effectivement un effet, le rapport dans cette société, c'est aussi en lien avec le salaire. Et est-ce que le salaire est à la hauteur de cette reconnaissance de cet engagement ? Et clairement, aujourd'hui, il ne l'est pas. Alors, il ne l'est pas parce que le modèle économique ne le permet pas. Et je dirais encore plus dans le monde privé, malheureusement, il ne le permet pas du tout. Donc je serai la première à souhaiter qu'il y ait une augmentation, sauf que ça ne permettrait pas la pérennité de la crèche et de la société. Il faut peut-être mesurer aussi, et particulièrement concernant
le monde marchand, qu'il y a des différences de financement. Alors là, pour le coup, qui sont très claires avec le monde associatif et avec le monde collectif et donc les communes. Et notre demande et notre revendication, d'une certaine façon, c'est qu'il y ait cette égalité de traitement en lien avec les subventions. Et là, on est totalement dans ce sujet-là en période Covid, puisque les sociétés privées à but marchand ne perçoivent que de 17 € par jour lorsqu'une place ou une section ou une crèche est fermée, tandis que les crèches collectives communales sont à 27 €. Donc bon, ça c'est un petit détail, mais s'éloigne un peu là. Et l'égalité aussi des charges, qui n'est pas du tout la même, puisqu'on prend tout. Donc non, mais juste pour parler du modèle, recentre, parce que j'y viens. Voilà. Donc, en fait, c'est notre modèle économique qui ne permet pas cette reconnaissance financière qui appartient un petit peu à cette conscience collective, mais est-ce que vous, gestionnaire associatif, vous pensez aussi que votre modèle, parce que vous avez aussi un modèle économique, ne permet pas cette reconnaissance financière? Philippe ou Marie? On se regarde. Philippe Dupuis pour la CEP. Oui. Après, là où on peut diverger sur les histoires de modèles économiques, c'est que tout ça, c'est des fonds publics, principalement. Enfin, dire après, ils viennent de voies différentes, mais globalement, quand même, ça reste des fonds publics, avec des politiques qui prennent des décisions différentes. Et là, ça rejoint le débat qu'on avait au débarrage, c'est quels sont les décideurs en fonction de chaque politique. Mais globalement, on dépend tous ou des impôts, ou de la PAGE, ou de la PSU, ou des fonds CNAF, et tout ça, globalement, ou des collectivités territoriales, puisque c'est un des financeurs, en tous les cas pour les EAJE. Donc du coup, tout ça, ce sont des fonds publics. À part ça, c'est des décideurs différents, et donc des options différentes qui peuvent être prises. Les rémunérations, derrière, c'est un véritable débat. Après, je veux juste relancer, dans votre étude, on sait que la rémunération est un point important de la reconnaissance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui auraient pu faire qu'à un moment ou à un autre, pour faire le lien avec le fait que c'est un métier de passionné, pour souvent, et du fait que, du coup, les conditions de travail peuvent faire qu'à un moment ou à un autre, on peut accepter. Alors, on va mettre entre guillemets le accepter, d'être un peu moins payé parce qu'entre guillemets, on fait un métier qu'on aime, auquel on est très, très attaché. Alors après, c'est la limite, justement. Et là, je pense que ça m'intéresserait d'avoir des approches générationnelles, parce que c'est aussi des choses qu'on peut ressentir. Où, globalement, en tous les cas, nous, on peut faire une analyse subjective qui est de se dire à un moment ou à un autre, tiens, au niveau des jeunes, enfin des plus jeunes, en tous les cas, ils sont plus attachés peut-être à la rémunération qu'à d'autres éléments de contexte. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 30 ans. Et pour moi, être dans un mouvement associatif qui s'est beaucoup appuyé sur l'investissement des professionnels, qui à une époque était plus enclin à avoir moins de reconnaissance, je dirais matérielle, et une reconnaissance de confort sur le fait d'être en autonomie sur le projet, d'avoir un espace où ils peuvent construire quelque chose. Et du coup, on est tous toujours à se dire, ok, évidemment, il faut que j'arrive à manger, mais à un moment ou autre, qu'est-ce qui peut faire qu'il y a comme contrepartie? Comme on dit toujours, la reconnaissance, c'est quelque chose qui est contrepartie. Du coup, est-ce que vous, dans votre étude, vous avez pu ressentir ça, ou c'est quelque chose que vous n'avez pas recherché pour l'instant, et voilà. En tout cas, oui, par rapport à ce que vous évoquez, en fait, avec tout vous l'avez bien pointé, le danger du curseur de la passion. Parce qu'en même temps, on va retrouver derrière tout ça, en tout cas sur la féminisation de ces métiers, c'est des femmes, c'est des enfants, c'est passionnant, c'est gratuit. Donc, enfin j'exagère, je fais une grosse caricature, mais ça va être aussi aussi un fantasme social et politique qui va venir contribuer à la faiblesse de la rémunération du secteur. Là, moi, non, ça ne se repère pas au niveau des générations sur un sentiment plus aigu de surrémunération. Et par rapport... Alors, cette étude-là, spécifiquement, parce que je l'ai aussi voulu légère, parce que c'était un projet monté très rapidement, et aussi de manière assez légère, donc j'ai peu d'éléments sur le contexte d'activité actuel des professionnels. Moi, je leur demande des choses, comment ils se projettent par rapport au monde d'après, etc., etc. Mais par exemple, la taille de l'établissement actuel où ils travaillent, etc., je ne l'ai pas. Alors que je pense qu'on pourrait tout à fait faire des hypothèses sur un rémunération égale,
sur un sentiment de sous-rémunération lié à un sentiment de pénibilité et de sens du travail différent en fonction des contextes d'activité. Mais par contre, là, voilà, en tout cas, en dehors de ce qu'on a évoqué pour les gestionnaires privés marchands, on n'a pas de différence dans le contexte d'activité. Très bien. Une dernière question? Non? C'est bon? Alors, on va passer au troisième point, qui est la reconnaissance des compétences acquises ressenties par les professionnels, soit par leurs collègues, soit par leur hiérarchie, soit par leurs gestionnaires. Et là aussi, il y a des différences intéressantes selon la taille des établissements, selon les métiers et selon les gestionnaires. Oui. Non, alors, donc enfin voilà, encore une autre question qui pour moi touchait un sujet en tout cas qui m'est cher, qui est donc comme je vous l'ai posé plus avant, ma question c'est, je pense que se développent sur le terrain des compétences qui n'ont pas encore reçu de format social et cognitif précis, donc qui ne sont pas encore dans des formations, qui ne sont pas forcément encore dans des livres d'études, etc. Donc il y a des choses qui se passent qui ne sont pas tout à fait codées. Et je voulais savoir si les professionnels trouver reconnaissance de ces connaissances en acte, de ces pratiques, donc auprès de leurs collègues, auprès de leurs pairs, auprès de la hiérarchie et auprès des gestionnaires. Donc à quel point ils s'estimaient reconnus dans ces compétences, et non pas en tant que personne ou en tant que professionnel, etc. Là, on est vraiment sur cette question de la compétence, de ce que je mets en œuvre, encore une fois. Et donc là, ce qui apparaît aussi dans déjà premier paysage qui apparaît, c'est que effectivement le sentiment de reconnaissance de ces compétences est bien plus fréquent de la part des collègues, des pairs. Puis après viennent les hiérarchies, puis après viennent les gestionnaires, bien plus faiblement, ce sentiment d'être totalement reconnus. Et ce sont reconnus. les pros de terrain qui se sentent le mieux reconnus par leurs pairs. Et ce sont les pros de terrain qui se sentent les mieux reconnus par leurs pairs. Donc là, auxiliaires de crèche et tout l'ensemble des agents de crèche, etc., sont ceux qui vont déclarer le plus fréquemment se sentir totalement reconnus par leurs pairs. Les directrices de crèche sont elles par contre en retrait là-dessus, et plus particulièrement les éducatrices de jeunes enfants qui... Elles ont du mal, elles. Au global, oui. Là, on retrouve quelque chose qui est pourtant en œuvre depuis 20-30 ans, depuis que les éducatrices de jeunes enfants sont entrées de manière résistible dans les EAJE, avec la colonne vertébrale sanitaire de ces EAJE d'une certaine taille jusqu'à récemment, où on avait une PUR, les auxiliaires de puériculture, donc cette espèce de colonne vertébrale sanitaire totalement anachronique. Mais bon, c'est pas grave, elle est là. Et là, vous avez la dimension éducative qui est venue se mettre un petit peu en orbite. Et comment expliquer, par exemple, que les auxiliaires de puériculture soient mieux reconnus par leurs collègues que les éducatrices ou les éducateurs de jeunes enfants? Déjà parce que, comme on parlait, comme dans la question, il y avait quand même la dimension de collègues. Alors, il peut y avoir le fait que je n'ai pas d'autres collègues EJE dans ma structure. Voilà. Mais aussi, quand même, c'était les collègues. Donc, on peut imaginer que quand même les EJE considèrent les auxiliaires de puériculture comme étant leurs collègues. Donc, elles ont aussi répondu par rapport à cette dimension-là. Et là, je pense qu'on trouve un conflit qui est sur une tension qui est sur le terrain. C'est que les auxiliaires de puériculture, les agents de crèche, etc., avec le temps, développent une pratique et une expérience qui leur permet aussi de venir sur le terrain, qui est balisé comme étant celui des EJE. Aménagement d'une section, décider des temps, des activités, etc., répartir les groupes, etc. Même faire de l'observation, la médiation par le langage, etc. Bon, voilà, moi j'ai différentes études qui montrent ça. Mais sauf que c'est la personne qui est censée faire officiellement cela, c'est le JE. Donc les auxiliaires de puériculture, on peut tout à fait imaginer, enfin les agents de terrain si on veut, on peut tout à fait imaginer qu'ils sont d'autant moins enclins à reconnaître la spécificité de l'EJE qu'ils se sentent déjà eux-mêmes un petit peu sur ce terrain-là, et que donc là on a un porte-à-faux quand même, on a un porte-à-faux des éducatrices de jeunes enfants par rapport aux équipes. Et un autre point intéressant, où la reconnaissance des compétences par les collègues, elle est plus élevée dans le secteur privé que dans d'autres secteurs, notamment publics. Comment on peut expliquer ça? Donc en fait, si on regarde au global, effectivement, si on regarde le sentiment de reconnaissance par les pairs, tout professionnel confondu, en fonction du gestionnaire, là par contre, on trouve un sentiment de reconnaissance plus fréquent, plus intense, dans le privé marchand. Après, quand on regarde par type de professionnel, non, c'est qu'un seul type de professionnel qui porte l'ensemble de la variation, ce sont les éducatrices de jeunes enfants. Tout type d'établissement confondu. Après, comme en fait dans l'échantillon, les professionnels du privé marchand sont principalement, ils travaillent très fréquemment dans des micro-crèches. Je me suis dit, c'est peut-être le contexte micro-crèche. Mais non, en contrôlant également ce contexte micro-crèche, dans le privé, quel que soit le type d'établissement, la reconnaissance des EJE est supérieure aux deux autres types de gestionnaires. Je n'arrive pas à me l'expliquer pour l'instant. Vous leur avez fait quelque chose, mais ça va mieux. Non, mais là, il y a peut-être la taille des établissements et où effectivement dans les micro-crèches, il y a souvent une référente EJE qui a une place importante. Mais ça ne semble pas être que dans les micros non plus. Non, c'est pas que dans les micros. Et comme je distinguais le poste de directrice du poste d'éducatrice, les éducatrices en poste de direction, je pense qu'on a répondu en tant que directrice, non pas qu'en tant qu'éducatrice. Bon, voilà.
Côté hiérarchie, la reconnaissance. Alors, côté hiérarchie, alors par contre, c'est totalement neutre. C'est-à-dire que là, donc elle arrive bien plus loin. Enfin, c'est-à-dire qu'on a près de 60% des professionnels qui s'estiment totalement reconnus dans leurs compétences par leurs pairs. Et pour les hiérarchies, on est à 10 ou 15% de moins de sentiment de totale reconnaissance, hein, si on veut parler comme ça. Et par contre, là, si on fait varier les gestionnaires, si on fait varier le type de professionnel, rien, ça ne change pas. Ça ne change pas du tout. Là, ça reste neutre pour l'instant. Je ne vois pas de variation dans l'intensité plus ou moindre du sentiment de reconnaissance par la hiérarchie. Par contre, si on raisonne reconnaissance par le gestionnaire, donc c'est une reconnaissance qu'on a toujours, hein, sachez, pour bien avoir l'image que j'ai essayé de suggérer en tête chez les répondants à ce moment-là, c'est la reconnaissance de mes compétences mises en œuvre sur le terrain par mon gestionnaire. Donc ça peut être quelque chose un petit peu décalé. Et bien là, c'est les associatifs qui ressortent en positif, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent, l'ensemble des professionnels qui travaillent pour des gestionnaires associatifs s'estiment plus fréquemment reconnus dans leurs compétences mises en œuvre sur le terrain que ceux qui sont dans le public ou dans le privé marchand. Surtout dans le public, parce que je dirais que le privé marchand est entre les deux, et par contre, le public est un peu à la traîne. Là, le public est un petit peu à la traîne, sachant que la différence, après, en termes statistiques, hein, entre les deux domaines là, dans le questionnaire, la différence n'est pas statistiquement significative, mais néanmoins existante. On a 2 ou 3 points d'écart entre les deux. Ce qui rejoint le constat de pas mal d'autres études, hein, qui ont été menées notamment par Sophie Odena. Il y a aussi un article qu'on avait fait avec Benoît Cray de l'Université Lyon 3 sur le fait que le sentiment, on va dire, de mal-être en termes de reconnaissance est plus particulièrement aigu parmi les gestionnaires publics, notamment de par la gestion des carrières au statut. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort et qui va rentrer en contradiction avec justement la naissance, l'incrémentation de ces compétences sur le terrain, et qu'on a du mal à faire reconnaître dans les statuts qui, eux, s'ajustent malheureusement assez peu à ce qui est en œuvre sur le terrain. Donc là, il y a quelque chose aussi à réfléchir de ce côté-là. Et donc, souplesse que l'associatif a plus, peut-être, et en tout cas, il doit aussi y avoir des pratiques. Il y a aussi une participation au projet. On sait qu'il est plus fréquent dans le domaine associatif tout ce qu'on appelle les notions de management par projet, où les professionnels ont la possibilité de se décaler de leur poste initial, donc de leur fiche de poste, pour, au gré de projet qualité, projet d'une activité sur une année, se positionner sur un projet explicite, clair et ponctuel, mais qui ne va pas les rabattre sur une fiche de poste, sur un statut, sur un parcours prédéterminé. Donc ce qui va ouvrir cette souplesse et ce meilleur sentiment de reconnaissance des compétences par le gestionnaire. D'accord. Des questions peut-être sur cette partie? Alors, Claudia, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, en fait, une réaction et puis une question, une réaction effectivement sur cet aspect. J'ai été étonnée également de la position des EJE qui ont une reconnaissance de manière générale dans le secteur marchand. Je me demande si ce ne serait pas parce qu'elles bénéficient souvent dans leur fonction aussi de management en plus, et peut-être un peu plus rapidement. C'est une question, une interrogation. En tout cas, ça m'amène à me demander comment on pourrait, au-delà de cet échange, amener chacun un peu notre pierre à cet édifice et apporter les aspects vertueux de chacune de nos spécificités de gestionnaire au milieu de la table pour pouvoir en bénéficier et faire un peu cet échange de bonnes pratiques. Oui, pour répondre sur ce point-là, juste très rapidement, pour moi, une des pistes à creuser pour justement œuvrer à ce chantier de la reconnaissance des compétences, c'est dans l'axe de tout ce qu'on appelle l'analyse de la pratique professionnelle, mais qui serait même une sorte d'analyse de la pratique professionnelle renforcée ou en tout cas, il faut permettre déjà le dialogue entre professionnels pour qu'ils puissent élaborer entre eux ce qu'ils font effectivement. Et que ces pratiques effectives et ces compétences réelles mises en place sur le terrain puissent irriguer plus que maintenant, notamment l'ensemble des documents afférents à un établissement, les projets éducatifs, le projet social, etc., qui sont pour l'instant, je caricature à l'extrême, tout est nuançable. On va dire il y a quand même du joyeux copier-coller et des grandes notions un petit peu plaquées qui peuvent se promener. Mais ce que l'on fait et pourquoi on le fait ainsi et comment s'incarnent des grandes valeurs dans une pratique extrêmement précise avec des enfants, ça on en manque. Pourtant, les gens le font à peu près sur le terrain. Mais comme ça n'est pas renseigné, il y a un sentiment de reconnaissance qui manque. Donc moi, je dirais de ce côté de tout le temps de réflexivité qui doit être accordé aux professionnels. Donc là, si on veut, on peut encore parler enveloppe financière, parce que c'est comment je prends l'ensemble des professionnels et je dis que peut-être une demi-journée toutes les 2 semaines ou une demi-journée par semaine, ils sont hors accueil des enfants pour
ce travail de réflexivité. Sinon, on n'y arrive pas. Enfin, sinon, après, si vous le faites dans les temps intermédiaires, etc., c'est ce qui se fait actuellement. Ça me paraît un petit peu frustrant quand même. Donc voilà, c'est un effort de ce type-là. Hein. Bon, après, on rencontre du dur, hein, c'est-à-dire de la ressource, mais il me semble que concrétiser ce virage-là, concrétiser tout cela passe notamment par une ambition un peu plus forte sur l'ensemble de cette réflexivité professionnelle, qu'elle passe par, encore une fois, l'analyse de la pratique professionnelle, voire même des démarches de recherche-action ou d'accompagnement. Le rapport du mi-jour finit sur pas mal de propositions en termes de recherche sur la petite enfance qui sont assez enthousiasmantes de ce côté-là, pour renseigner ce qui se fait et ce qui s'opère sur le terrain. Elisabeth Littier pour l'AMF. Merci. Alors, c'est amusant parce que concernant le rôle des EJE, j'allais dire exactement l'inverse de ce que vous venez de dire. Donc, voilà, c'est extrêmement intéressant. Les retours que nous pouvons avoir, c'est qu'en fait, l'EJE, très souvent, elle a une position bâtarde, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'elle a normalement, de par le diplôme qu'elle a, les études qu'elle a fait, des compétences éducatives, qui en plus sont complètement recherchées par les familles aujourd'hui. Voilà, de plus en plus. D'ailleurs, on s'éloigne de plus en plus simplement, j'allais dire, du sanitaire pour arriver à cet autre volet. Donc, elle a ses compétences, mais où elles ne sont pas vraiment, j'allais dire, reconnues comme étant intrinsèques à elle, parce que des personnels, vous l'avez dit très justement, qui sont là depuis parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans, estiment savoir faire la même chose et le font. Donc, en fait, elles se trouvent un petit peu dépossédée. Et le deuxième point, et c'est là que je disais que j'étais un petit peu en désaccord avec ce que vous veniez de dire, elles nous disent, oui, mais très souvent, on nous inclut dans l'esprit, pas dans le papier, à l'équipe de direction, et nous, on n'est pas là pour diriger. Nous, on est éducatrices de jeunes enfants. Et moi, j'ai beaucoup de remontées de JE qui, finalement, se trouvent un peu dépossédés de leur cœur de métier, parce que, voilà, comme il n'y a pas assez de monde, comme, etc., voilà, finalement, on leur demande de faire un travail pour lequel elles n'ont pas été formées et pour lequel elles n'ont pas toujours envie de faire. Non, qu'elles n'ont pas envie de faire. Vous voyez, mais par manque de personnel, par manque de... Enfin bon, après, voilà. Et finalement, donc, elles sont ou dépossédées, entre guillemets, involontairement, voilà, donc pas reconnues, finalement, vraiment, ou on leur dit, écoute, là... voilà, aujourd'hui, l'activité que tu devais faire, non, parce qu'on a besoin de quelqu'un à l'accueil, on a besoin pour comptabiliser les repas, enfin bon, et que sais-je, le travail de la directrice ou de la sous-directrice. Voilà, donc pour les retours que nous avons, ce n'est pas une richesse supplémentaire. Elles sont finalement un peu, elles ont souvent un rôle bâtard, où elles le vivent comme étant bâtard, alors qu'il devrait être essentiel et vraiment dans la mouvance de... l'évolution d'une politique d'accueil de jeunes enfants. Mais est-ce que vous ne pensez pas, moi en vous entendant, là je me dis, avec la crise sanitaire actuelle, est-ce qu'elle ne risque pas encore plus de souffrir les EJE? Parce que finalement, les consignes sanitaires, la santé, le sanitaire, les précautions, l'hygiène prennent tellement de place en ce moment qu'on risque de dire aux EJE, ok, vous c'est l'éveil, et finalement les auxiliaires, les infirmières puéricultrices, c'est elles qui vont, entre guillemets, reprendre le pouvoir, si elles l'ont perdu. Je sais pas, c'est une question qu'on pourrait se poser, vu le contexte. Que finalement, ça ne va pas leur faciliter la tâche aux EJE d'être les pros de l'éveil. Enfin, on a tous les ingrédients intellectuels pour faire cette supposition. Moi, j'arriverai très difficilement à répondre à cela. Non, c'est une question. J'ai du mal à croire à ce retour du sanitaire, sachant qu'on est sur quand même une évolution de long terme où ce socle normatif extrêmement fort qui a structuré le champ en France, il a quand même glissé. Donc, si je devais délirer sur cette question et imaginer une réponse, je pense que ça peut arriver, ce serait très très mal vécu, ce serait temporaire. Ce serait mal vécu. Il y a eu sur le site Les Pros de la Petite Enfance plusieurs tribunes libres au moment du confinement et des consignes qui disaient attention, ne retournons pas. Mais en même temps, les directrices de crèche souvent disaient oui, mais enfin si on veut appliquer le guide, le premier guide était quand même très costaud. Comment on fait? Parce qu'on peut facilement reglisser, même si on ne veut pas. Si on applique tout à la lettre, on est dans quelque chose de très sanitaire. Sachant que... Claudia, pardon. Oui, en fait, je pense que le dernier guide amène quand même plus de souplesse. Donc, on va vers une amélioration en dépit du contexte général. Après, elles vont intervenir notamment sur le port du masque. En fait, toute cette difficulté que génère le port du masque,
et qui empiètent vraiment sur leur rôle pédagogique. Mais nous n'avons pas le sentiment à ce jour que les EJE souffrent plus que les autres de la crise. C'est un peu, bon, on se serre les coudes tous ensemble, on tient bon. On fait vraiment attention à ce que le pédagogique puisse quand même prendre une part au milieu de ces contraintes sanitaires lourdes. Et le dernier guide sanitaire va dans ce sens-là. Donc ça, c'est un peu rassurant. Enfin, en tout cas, c'est l'impression. Non, mais je faisais référence au premier guide. Pendant, ça, c'était, il y a eu les réactions attendues aussi à ce guide, évidemment. Alors tout à l'heure, Pierre Moissé disait que finalement, dans les gestionnaires associatifs, visiblement, parvenaient à mieux reconnaître les compétences acquises de leurs professionnels. Vous avez peut-être, ou Marie Desmodes, ou Philippe Dupuis, des méthodes, je ne sais pas, des recettes miracles à nous donner. Non, enfin après, alors, il n'y a pas de recette miracle, à part la complicité de l'approche du secteur, c'est qu'on est parti sur la pluridisciplinarité. Et d'essayer de faire que pour accompagner un enfant, mais aussi des parents, il faut avoir plusieurs disciplines au sein d'une équipe. Donc évidemment que à certains moments, c'est le dialogue entre ces disciplines qui est important à organiser. Et je rejoins le fait qu'à quel moment y a-t-il un dialogue qui s'organise entre ces différentes disciplines pour que globalement l'accueil de l'enfant et des parents se passe du mieux possible. Un enfant se fiche de savoir qu'il a en face de lui une auxiliaire de puère, un CAP, une JE ou une puère. Globalement, il a été accueilli par un adulte. Au même titre que le parent, a priori, à part si c'est un grand spécialiste de la petite enfance, il ne sait pas qu'il y a tous ces métiers-là derrière. Mais il ne sait pas non plus qu'il y a peut-être un psy qui intervient dans l'équipe, qu'il y a peut-être aussi d'autres aspects, quelqu'un qui va s'occuper de l'alimentation, et ainsi de suite. Donc on voit bien que, c'était ce que disaient toujours les rapports, c'est qu'on ne peut pas accueillir un enfant en étant monodiscipline. Et après, là, moi, en tous les cas, dans le réseau où on travaille, c'est se dire, ok, on est quand même là tous, même si on n'oublie pas entre guillemets, son cursus, encore. Donc, surtout, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas que tout le monde fasse comme si il fait la même chose que l'autre. Non, il a des approches différentes, il a une analyse différente, et après, on confronte des analyses. Et justement, c'était une tentation à un moment, c'était de se dire, on fait un seul métier. Pour l'instant, la petite enfance, on s'est dit, c'est peut-être pas ça le meilleur. Après, on pourrait peut-être en discuter longuement, mais c'est un des aspects. Et après, peut-être que dans l'association, c'est corrélé là à la taille aussi, je pense, où on a des plus petites équipes. Évidemment que quand vous avez une plus petite équipe, tout le monde fait tout. Mais comme tout le monde va prendre une éponge et va passer un coup de balai, comme tout le monde, la notion de transfert où on s'occupe globalement d'un lieu est plus facile que quand on est dans une équipe où il y a 60 salariés. Enfin, c'est clair que là, il y a plus de hiérarchie qui se met en place dans les équipes. Donc, je pense que là, la recette, elle est souvent dans la façon de manager. Et c'est vrai que des fois, quand on fait du management, on va... pour qu'une équipe s'entende bien et fasse un travail correct, on va essayer d'atténuer toutes ces choses-là. C'est, entre guillemets, au service d'un projet. Et on va faire que le projet va transcender tout le monde et va laisser oublier à certains que oui, je ne suis peut-être que CAP petite enfance et j'ai un sentiment d'infériorité vis-à-vis de l'éducateur de jeunes enfants. Mais tout ça, c'est justement là, c'est le travail du management des fois qui aboutit à ce niveau-là. Et c'est très net, que c'est beaucoup plus facile dans des petites équipes que dans des grosses équipes. Alors, moi, là-dessus, j'invente rien. Ah oui. Enfin, je vais à risque de en France. Marie Desmodes, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je vais rejoindre Philippe effectivement sur ce qu'il dit. Je pense qu'effectivement l'effet de taille en fait joue énormément sur le travail en équipe. Après, que ce soit dans les structures associatives ou coopératives, on a peut-être une démarche aussi qui est plus participative avec une implication des salariés qui est peut-être un peu plus différente, mais je pense que surtout effectivement que c'est plus un effet de taille qui joue dans les petites structures. C'est beaucoup plus facile effectivement de pouvoir participer, mettre la main à la pâte tout le temps. Oui, ce qui n'expliquerait pas tout à fait le fait que le associatif se distingue sur la reconnaissance par les gestionnaires et non pas la reconnaissance par la hiérarchie. J'aurais pu imaginer qu'une faible taille intensifie la reconnaissance par les pairs,
puisqu'on est plus mobiles les uns les autres par rapport à tout ce qu'on peut faire, par la hiérarchie qui assiste à tout ça et qui coordonne tout ça, mais par exemple par le gestionnaire, si je prends une association qui a 2, 3, 4, 5, 10 établissements, ça me paraît un petit peu plus... ça peut expliquer une partie, mais il me semble qu'il en manque une autre. Est-ce que c'est la force du projet ? Pour moi, c'est la force du projet, parce que là, je repense à de nouveaux trucs que j'ai pu faire depuis les différents articles. Par exemple, sur la perspective sociale et la perspective éducative. Vous voyez, quelles grandes orientations pour la petite enfance. Et si on regarde les répondants qui sont dans le domaine associatif, prennent plus fréquemment ces options-là que les autres. Donc cette dimension projet elle est quand même plus forte et plus clivante, elle est plus précise dans le domaine associatif, de par les orientations déjà du domaine chez les associatifs. Et je pense que cette dimension de projet aboutit à une reconnaissance par gestionnaire. Parce que justement, on a l'impression, et là on retrouverait ce que vous évoquiez sur les origines et qui se décline sous d'autres formes aujourd'hui, sur le fait d'avoir une mission spécifique. Et que cette mission spécifique est aussi un média entre professionnels et la direction, entre professionnels et gestionnaires pour parler d'une même chose et se sentir reconnu dans la façon dont on œuvre à cette même dimension. Quand la mission est trop floue, quand elle est trop plurielle, quand elle est trop édulcorée, si on veut parler comme ça, je pense que là, effectivement, ça va atténuer, voire dégrader ce sentiment de reconnaissance parce qu'on ne sait pas sur quoi on pourrait être reconnu. Et que chacun peut avoir des critères de reconnaissance des autres qui ne portent pas sur les mêmes dimensions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête là ? Oui. J'avais une petite question, moi c'est plus Marie par Desmottes contre... pour Accent Petite Enfance. Merci. C'était plus du coup pour recontextualiser un peu aussi l'étude APEMA vu le contexte actuel. Donc l'étude a été faite en fait pendant le confinement, si j'ai bien compris. Par rapport aux dernières annonces qui ont été faites sur le rapport des 1000 jours ou même sur du coup le projet de réforme de la petite enfance, la réforme Norma qui est en cours, vous avez ressenti quelque chose au travers du coup de l'étude APEMA ou pas du tout ? Non, elle est arrivée avant, donc on n'avait pas du tout cette actualité qui permettait de se projeter, avec ces éléments-là, la façon dont ça vient réinterroger le domaine. Donc là, sur toute la question des pratiques post-confinement, est-ce que la mise en place, tout ce qu'on a évoqué, les circulaires, etc., viennent dégrader ou pas le travail actuellement, je ne sais pas. J'ai rentré une autre étude dans un autre contexte, encore une fois avec la collaboration de Catherine, sur la qualité de vie au travail. Et là, j'ai quelques questions, on va dire entre guillemets post-confinement, qui vont me permettre de voir si les manipulations, les changements de pratiques générés par les différents protocoles et circulaires impacte positivement ou négativement le sentiment de faire du bon travail de la part des professionnels. Parce que pour finir là-dessus, par rapport au débat qu'on a juste un petit peu plus tôt, les professionnels peuvent s'emparer de manière assez labile, assez étrange parfois de contraintes, par exemple sur les démarches qualité qui peuvent être parfois très très formalistes, et passer un temps d'adaptation, y compris quand vous êtes en AFNOR, je ne sais plus combien, etc., donc quelque chose qui n'est quand même pas le sommet du glamour, vous avez des équipes qui peuvent trouver ça plutôt intéressant parce que ça permet de noter tout ce qu'on fait quand même et de mesurer le travail fait. Donc, on peut tout à fait imaginer que ces nouvelles circulaires, en fonction du contexte, après il faut identifier le contexte, peuvent dans un certain contexte dégrader parce que ça vient écraser, dans un autre contexte venir améliorer parce que ça vient qualifier. Donc peut-être que là aussi, les professionnels vont essayer à faire que le masque devienne éducatif. Pourquoi pas, mais voilà, c'est pour dire que les choses ne sont pas jouées d'avance, mais par contre ce qu'il nous faut c'est le contexte, la taille, les moyens, les ressources, et là on va retrouver ce fond politique qui fait que tout est possible, pas à n'importe quelle condition. Merci beaucoup, on va s'arrêter là, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci Pierre Moissé, merci à tous d'avoir participé à cette deuxième session. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais on se retrouve le 21 octobre, où notre invitée sera Pauline Domingo, la directrice du département Enfance, Jeunesse, Parentalité de la CNAF. Voilà.